Le- les lois aujourd'hui, déjà en France, on a un corpus législatif impressionnant sur la fin de vie. Et déjà, le premier sujet pour moi, c'est qu'on a beaucoup de lois et pas beaucoup d'effets sur le terrain. Théoriquement, dans notre loi, dans le Code de santé publique, on devrait, enfin, nos concitoyens ont tous un droit à être pris en soins palliatifs, être pris en charge quand ils souffrent ou quand ils sont en fin de vie et que c'est douloureux et que c'est compliqué. Ça fait 25 ans que c'est dans le Code de santé publique et ça n'est pas sur le terrain. Il faut reconnaître que non. Beaucoup de gens sont abandonnés, beaucoup de gens ne sont pas, leurs douleurs ne sont pas prises en charge. Et ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, sur les débats législatifs, c'est très bien qu'on en parle. Parce qu'il est temps de rendre effectif le droit à être accompagné, le droit à être soulagé. Alors ces débats, il faut être honnête, sont ouverts par ceux qui veulent légaliser une aide active à mourir et qui poussent pour ça. Il faut être aussi honnête. Aujourd'hui, les lois, quelles qu'elles soient, l'ensemble des lois chez nous, accompagnent relativement bien ou permettent d'accompagner relativement bien, quand on a les ressources, les gens qui vont mourir. Ça ne répond pas du tout aux gens qui veulent mourir. Donc, on voit en termes de quand les gens sont pris en soins palliatifs, on sait les accompagner, on sait les sédater, on sait les soulager et physiquement et psychologiquement. Donc les techniques de la loi sont ouvertes. En revanche, elles ne répondent pas à ceux qui veulent mourir et ceux qui veulent qu'on provoque leur mort. Ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, il est probable qu'on aille vers une ouverture à une aide active à mourir. Ça répond à un besoin sociétal, ça répond à une vraie demande. Alors, c'est peut-être une demande qui est faite par ceux qui vont bien. En tant que bénévole d'accompagnement de gens qui sont en soins palliatifs, qui sont ou pas en fin de vie d'ailleurs, on nous demande pratiquement jamais à mourir. En tout cas, jamais réellement. C'est-à-dire que quand les gens arrivent ou sont pris en charge par des équipes de soins palliatifs, oui, ils vont peut-être demander à mourir parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils n'ont pas été soulagés, parce qu'on ne les a pas écoutés, parce que voilà. Mais dans 99% ou 80, non, je crois qu'il y a des statistiques, 96% des cas, c'est un appel au secours plutôt qu'un appel à exécution, si je puis dire. Donc voilà, maintenant il y a 3-4% de gens qui veulent mourir et qui n'en démordront pas et qui revendiquent ce droit sur lequel je ne peux pas dire grand-chose. Voilà, pourquoi pas. C'est aussi un appel au secours. Alors la question intéressante, c'est de savoir si tout appel au secours est juste, entre guillemets juste, juste un appel au secours, c'est-à-dire je suis là, je vous appelle parce que j'ai besoin d'une réponse que je n'obtiens pas. Et répondez à ma question, mais il ne s'agit pas de mourir, c'est un appel au secours. Bon, ou si parfois, effectivement, c'est un appel au secours parce que, comment dirais-je, c'est ça qui est un peu délicat. Hein. Le secours, ce serait la mort, parce que les douleurs sont insupportables, parce que tout ça n'a plus aucun sens, et vraiment dans la moindre, on ne trouve plus aucun sens à rien. Bon, c'est pas nécessairement une revendication, on va dire, de gens bien portants, enfin pas toujours. Donc, mais ça, vous devez le croiser, ça. Oui. Oui, et c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté, et c'est là où il faudra, j'espère vraiment qu'on trouvera le bon consensus, je dirais même au-delà du compromis, le bon consensus. Parce que dans la majorité, la très large majorité, c'est un appel au secours. Et donc quand j'en discutais avec des psychologues en soins palliatifs,
qui me disait, mais attends, Christine, si la personne qui vient me consulter, qui me dit je veux mourir, ma réponse c'est je prends mon agenda et puis on va fixer une date, je peux plus faire mon travail de psychologue, je peux plus faire mon travail d'écoute. Et c'est d'autant plus problématique en soins palliatifs, c'est que la première chose en soins palliatifs, c'est l'écoute. C'est l'écoute de l'autre, c'est l'écoute de la recherche de l'origine de sa douleur, l'origine de sa souffrance. Et donc on peut pas, c'est pas compatible avec une exécution d'un ordre. C'est toute la difficulté, et c'est toute la difficulté d'autant plus, non seulement pour les soignants pour qui c'est difficile de répondre à une demande de mort de manière concrète et directe, mais c'est aussi difficile pour les personnes en situation de fin de vie, en situation de vulnérabilité, parce que quand on est en très grande souffrance, et la demande de mort c'est quand même un cri de très très grande souffrance, c'est difficile de faire la part des choses et de déterminer laquelle est libre et laquelle est au contraire un appel au secours, un appel à l'écoute, un appel au soulagement, etc. Alors j'ai très très peu eu de cas de demande de mort. À Gustave-Roussy, j'en ai eu une il y a quelques mois, où véritablement alors c'est souvent les proches qui disent mais attendez, il veut mourir, qu'est-ce que vous faites? Bon, il y a une vision des proches qui est compliquée aussi à gérer, parce que eux disent mais c'est pas possible, il veut mourir, et puis quand vous rentrez dans la chambre et que vous parlez avec la personne, elle vous dit pas qu'elle veut mourir, elle vous parle d'autre chose. Donc les personnes qui sont en grande souffrance et en fin de vie ou en fin de vie sont très ambivalentes. Donc elles vont dire aux proches, ils vont dire, le monsieur auquel je pense, il va dire à sa femme, écoute ma chérie, et texto, je suis un rebut, faut me mettre à la poubelle. Et l'épouse me dit ça, moi bénévole, dans le couloir, en me disant, vous vous rendez compte, mon mari m'a dit qu'il était un rebut, qu'il faut le mettre à la poubelle, c'est indigne, il faut absolument répondre à sa demande et l'euthanasier, c'est pas normal qu'on ne réponde pas à sa demande. Je rentre dans la chambre, et le monsieur, il m'a pas dit, je suis un rebut et je veux mourir. Le monsieur, il m'a dit, j'en peux plus, je suis épuisé, je suis fatigué, je vais pas bien. Et quand on parle avec les soignants, bah oui, il faut prendre en compte ça, il faut peut-être le sédater pour lui permettre alors sédater, c'est l'endormir, et ça c'est tout à fait autorisé, mais l'endormir provisoirement pour lui permettre de se reposer, pour permettre à son corps de récupérer. Il faut peut-être, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de techniques et de soins à apporter pour rendre les personnes plus calmes et plus sereines face à leur existence. Voilà, mais ce qui est dit à l'épouse n'est pas forcément dit au médecin et vice-versa. Tout à fait. La spécificité de Gustave-Roussy, c'est quand vous rentrez dans Gustave-Roussy, alors vous n'êtes pas forcément en fin de vie, hein, loin de là. Vous rentrez dans un centre spécialisé sur le traitement du cancer de A à Z, et je dirais même de façon un peu triste, de 7 à 77 ans, comme dirait la chanson, mais de 1 à 99 ans. Donc on voit tous les âges, toutes les nationalités, parce que c'est un centre d'expertise, c'est un centre de recherche, c'est un centre de recherche clinique, et donc ça accueille en particulier tout ce qui est cancer très complexe. Donc voilà, vous n'ayez pas peur, vous pouvez rentrer à Gustave-Roussy, vous êtes entre bonnes mains, c'est ce que je dis toujours aux patients, enfin aux malades que je rencontre et aux proches. C'est un centre, on est entre bonnes mains. Et la première des choses quand on y rentre, c'est pour guérir, ou tout au moins pour ralentir la maladie, la suspendre, et chercher la rémission, si ce n'est la guérison. Voilà, ça c'est la première chose à dire. La deuxième chose, eh bien, il y a dans ce centre, qui est assez intéressant, parce que c'est très compliqué de gérer le combat contre la maladie,
Et à un moment donné, on doit pouvoir, à un moment donné, parfois, rendre les armes. Et donc ce point de bascule où on se rend compte qu'on ne peut plus guérir, et donc où les traitements sont plus délétères, sont plus corrosifs que pas de traitement, ce point-là, il est très compliqué. Et je trouve qu'ils l'ont intelligemment géré à Gustave Roussy parce qu'ils ont créé un département, un service qui s'appelle Unité d'expertise palliative, qui comporte 10 lits et qui est un tout petit service au milieu de ces centaines de lits dédiés à la guérison et à la rémission. Bien, vous avez un tout petit service dans lequel on accueille les personnes qui ont des gros problèmes de douleur à gérer et qui peuvent avoir un grand point d'interrogation sur c'est quoi la prochaine étape. Et donc, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le malade y est le centre. Donc, au lieu, dans les autres services, vous allez au point de rendez-vous, vous prenez rendez-vous, vous faites la queue, si je puis dire, et vous venez consulter un médecin. Dans ce service, on installe le malade et ce sont les médecins qui viennent autour du malade en pluridisciplinarité. Autrement dit, aussi bien l'oncologue que le médecin de soins palliatifs, que le chirurgien, enfin c'est une équipe qui entoure le malade et qui réfléchit avec le malade sur la suite à déterminer. Donc la suite à déterminer, ça peut être reprendre une expérience clinique, reprendre des thérapies plus ou moins ciblées, ou arrêter les thérapies et choisir où continuer sa vie. Donc ça peut être en unité de soins palliatifs, où là c'est dédié à la prise en charge palliative des personnes et de leurs proches, où vous pouvez rentrer à domicile, où vous pouvez réintégrer une maison de répit, ce qu'on appelle une maison de répit, ou un service clinique. Bon. Donc c'est vraiment un service de réflexion où les malades et les proches sont au travail. Son travail de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je repositionne en fonction de la maladie sur laquelle j'ai pas forcément de maîtrise. Moi, qu'est-ce que je veux faire. Alors, il y a des équipes de soins palliatifs, des équipes douleurs depuis longtemps à Gustave Roussy, mais ce service en soi, il y en a, je crois, 1 ou 2 en Europe, et il existe depuis 4 ans. Il a ouvert 1 an ou 2 avant le Covid. Ça a été très dur sur la période Covid parce que, comme tous les services, ils ont été fermés. Et il y a quelques rebelles, il y a quelques villages gaulois quand même dans les institutions, dont ce service-là, qui ont tout fait pour permettre aux proches de continuer avec des restrictions bien évidemment immenses, mais quand la personne allait mourir, de laisser quand même les proches venir la voir, lui dire adieu, c'était un vrai combat. Alors moi j'ai commencé je crois il y a 5 ans, j'ai commencé, alors c'était très drôle, j'ai commencé comme bénévole d'accompagnement en soins palliatifs dans la salle d'attente du service de la consultation douleur et soins palliatifs. Donc on mettait un bénévole, donc il y avait un bénévole qui était là le matin. Alors nous, ça nous arrange pas vraiment parce qu'on a des vies professionnelles souvent, enfin en tout cas dans mon cas j'avais une vie professionnelle, mais je m'étais débrouillée pour pouvoir être là le mardi matin, tous les mardis matins entre 9h et midi. Et dans ce service, cette petite salle d'attente, j'avais une bouilloire et de quoi servir un café, j'avais la liste des personnes qui arrivaient avec l'heure de rendez-vous et j'avais comme mission de les accompagner
de les accueillir et, comme on dit, de faire de l'accompagnement en soins palliatifs, ce sur quoi on est formé en tant que bénévole. Donc c'est un peu curieux parce qu'on n'est pas dans l'intimité d'une chambre, les gens arrivent, on ne sait pas à quelle heure, il y en a plusieurs qui arrivent. Et c'était extrêmement intéressant et bénéfique. Au dire même des patients qui venaient, au dire même des médecins qui après consultaient. Parce que, en fait, en tant que bénévole, on disait bonjour, vous avez rendez-vous avec qui ? Ah, très bien, vous avez rendez-vous avec le médecin douleur. Et puis on commence de manière très, très simple sur des questions anodines, sur vous n'avez pas eu de mal à arriver, ou au contraire on leur dit vous inquiétez pas, le médecin va avoir un peu de retard, mais vous êtes bien prévu, est-ce que vous voulez un café ? Donc c'est vraiment sur une ouverture très bienveillante et très anodine d'accueil que notre rôle de bénévole d'accompagnement commençait. Et ce qui était étonnant, c'est que dans cette salle publique qui pouvait accueillir jusqu'à 8-10 personnes qui ne se connaissaient pas, et bien comme dans tous nos accompagnements, on se retrouvait face à des personnes qui nous racontaient pourquoi ils étaient là, quelles étaient leurs angoisses, quels étaient leurs espoirs, quels étaient leurs dilemmes. Et de manière assez curieuse, se mêler à la conversation parfois les autres patients qui attendaient, qui tout à coup pouvaient intervenir dans nos échanges. Et ça nous est arrivé très souvent, enfin moi ça m'est arrivé très souvent en tant que bénévole qui initiait la discussion, de me retirer des échanges et de laisser les gens se parler entre eux. Jusqu'au moment où le médecin ou l'infirmière venait chercher le malade ou le patient. Et il m'est arrivé aussi de voir le patient dire « Attendez, docteur, j'arrive, je finis ma phrase » et arriver en consultation. Et ce qui est amusant et intéressant à savoir, c'est que derrière, les médecins revenaient nous voir en disant « Mais super, quand vous êtes là, quand un bénévole est là, détend le malade, le rassure, le fait parler, le laisse parler, eh bien nous, en consultation, c'est pas la même chose. Il est plus calme, il est plus serein et on attaque finalement le questionnement thérapeutique et toutes les questions qu'on doit se poser de manière beaucoup plus sereine et directe. Puis un jour, la politique de Gustave Roussy a fait qu'ils ont ouvert ce service d'unité d'expertise palliative, ce qui était très malin. Encore une fois, parce qu'il y a le mot expertise. Et Gustave Roussy, c'est un centre d'expertise, de lutte contre le cancer. Il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que les gens y vont. Mais il y a le mot palliatif, ou l'adjectif palliatif, qui quand même, à un moment donné, dit « Attendez, là, on est là pour parler de la personne, pas de la maladie ». Et donc, ce mot soin palliatif qui fout la trouille, disons les choses. Quand on dit à quelqu'un il est en soins palliatifs, les gens prennent des mines sinistres et on comprend qu'il va mourir. Non, c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas. Et si on est en soins palliatifs, certes, c'est qu'il y a des petits sujets. Des sujets même importants à régler, mais être en soins palliatifs, ça donne plus d'espérance de vie et plus de confort de vie que de ne pas y être. Donc ça, c'est, je crois, important à dire. Et donc, le mot palliatif ou l'adjectif palliatif à Gustave Roussy, ça a du sens. Ça a du sens parce que c'est un petite alerte pour les personnes de dire attention, palliatif, il y a un moment donné, il faut que je me questionne sur qu'est-ce qu'on est en train de me dire ou qu'est-ce que je suis en train de vivre. C'est intéressant de voir que le mot expertise collé à palliatif rassure. Parce que là, c'est très... Alors ça, par contre, ça peut paraître contradictoire. Enfin, c'est presque comme une espèce de... Comme si l'expertise allait annuler d'une certaine manière... Tout à fait. Tout à fait. Il y a... En fait, chacun prend ce qu'il veut. Chacun prend ce qu'il veut. Donc, si c'est impensable, et quelquefois c'est impensable, de penser qu'on va mourir ou d'exprimer qu'on va mourir,
Et c'est ce qui est très fort dans ce service, c'est qu'on arrive à avoir des gens qui sont capables de nous dire, et ça je trouve ça très très fort, vous savez, je vais mourir. Voilà, j'ai compris, je vais mourir, c'est fini. Quand ils sont capables de l'exprimer à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, et un peu comme un exercice, comme un entraînement par rapport à leurs proches, par rapport à eux-mêmes, ils arrivent à dire tout haut un truc qui est impensable, c'est très fort parce qu'ils reprennent la maîtrise quelque part de leur vie, quelque part de ce qui se passe. Et donc ça, c'est très fort. Et donc, mais souvent, c'est impensable. Donc, quand on dit expertise, on reste dans le lexique du combat, du scientifique, je me bats, je vais maîtriser la maladie, je suis dans les meilleures mains, je suis dans la science. Voilà, donc on met à distance un peu le soi, la douleur, tout ça, on l'objective, si je puis dire. Et donc on regarde le mot expertise, et puis palliatif quand même, il y a une petite notion de... palliatif, c'est quoi palliatif ? Et alors moi je m'amuse, encore une fois si je puis me permettre, quelquefois, alors on prononce ou on prononce pas, on dit je fais partie de l'équipe de soins palliatifs. Et là, dans 90% des cas, dans 99% des cas, les gens rebondissent pas. En fait, ils s'en fichent. Ils s'en fichent, ils sont là, ils ont besoin d'exprimer un certain nombre de choses, ils vont l'exprimer. Et puis, quelquefois, ils vont rebondir sur oui, c'est quoi les soins palliatifs ? Vous faites quoi en fait ? Et ça, ils saisissent, ils prennent comme ils veulent, on va à leur rythme. Et c'est aussi important de suivre, je pense, le rythme des gens. Tout le monde ne va pas au même rythme. Tout à fait. C'est un bénévolat qui n'est pas du tout mortifère, qui n'est pas du tout... qui apprend à vivre, qui apprend à mourir. Et apprendre à mourir, ça apprend aussi à vivre. Et c'est très, très intéressant, c'est très riche et c'est très bénéfique. Alors, je vous dirais que même les soignants les services dans lesquels on intervient, régulièrement, et c'est très sympathique, nous demandent d'intervenir au staff. Ce qu'ils appellent le staff, c'est les réunions pluridisciplinaires en équipe ou avec les autres services qu'ils ont régulièrement dans leurs institutions. Et donc, ils nous ont demandé plusieurs fois d'intervenir à leur staff pour expliquer ce qu'on fait. Parce qu'ils se rendent compte que c'est super, ça se passe bien, c'est même intéressant parce que les malades, encore une fois, quand on est là et quand on en ressort, ils sont plus apaisés. Et puis, même les soignants on discute avec les soignants et ça les conforte dans leurs réflexions, dans leurs décisions, quelquefois dans leur propre incertitude. C'est des questions permanentes. Et donc, ils nous demandent d'expliquer ce qu'on fait. Et on fait rien. Les bénévoles d'accompagnement, ils font rien. Alors, on est formé à l'écoute. Et si je résume la formation, c'est 1, l'écoute, 2, l'écoute, 3, l'écoute. Et pour ça, il y a aussi qu'est-ce qui se passe en fin de vie ? Qu'est-ce qui se passe quand on est malade ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils nous forment ils nous expliquent ce que c'est que l'ambivalence des malades. Ils nous expliquent ce que c'est que l'agonie. Ils nous expliquent ce que c'est qu'une personne qui est en train de mourir. Il se passe des choses. Je veux dire, il se passe des choses physiologiques, psychologiques, existentielles. Alors, chacun est unique, mais il y a des processus qui sont naturels et qui sont communs et qu'il faut savoir décrypter pour ne pas s'affoler. Je pourrais vous prendre des dizaines d'exemples. Ça serait utopique de vous dire que c'est neutre pour nous. Non, bien sûr que c'est pas neutre de passer 2-3 heures toutes les semaines avec des gens qui vont mourir, de passer 2-3 heures toutes les semaines avec des gens qui pleurent, qui ont peur, des gens qui sont rayonnants parfois de sérénité, d'amour, de tendresse. Voilà, tout ça n'est pas neutre. Et donc, tous les mois, on a un groupe de parole. Et là, pendant 2 heures tous les mois, en équipe avec les autres bénévoles de l'équipe et des équipes
D'à côté, là on parle de nous, là on pose sur la table nos difficultés, nos questions, voilà, est-ce qu'on a eu la bonne réponse quand la personne nous a dit ceci, on a répondu cela, est-ce que c'était adapté, est-ce que voilà, on essaie d'être juste. Ça, c'est vraiment réconfortant. C'est vraiment le principe du travail en équipe. Quand on a eu le même malade et qu'on peut rebondir sur « Ah ben moi, il a dit ça, puis moi, il a dit ci », voilà, ça aide, c'est très aidant. Mais on peut ne pas avoir les mêmes malades, et à ce moment-là, d'ailleurs, on n'est pas spécialement là pour parler des malades, on est là pour parler de nous et comment on a vécu ça et comment on a réagi. C'est vrai que souvent on parle des malades parce qu'en fait ce qui nous préoccupe c'est d'être à notre juste place, et quand je dis à notre juste place c'est d'être bénéfique pour la personne. On n'est pas là pour casser les pieds des gens, on n'est pas là pour revendiquer un rôle de la société, on est juste là pour aider les gens. Alors on a le bénévole, il a vraiment une place différente de celle des autres. Alors, il n'a pas une place supérieure aux autres, loin de là. Mais il y a la personne malade, il y a à côté de lui, il y a son proche aidant, sa moitié, son ami, son conjoint, son fils, sa mère. Ça, c'est le deuxième acteur, on va dire, ou le deuxième intervenant. Le troisième, ça va être le soignant, donc le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, voilà, ceux qui interviennent autour. Il y a les professionnels de santé, donc les psychologues. Il paraît que c'est pas un soignant, moi ça m'interroge toujours dans le vocabulaire, oui, il paraît. Mais c'est un soignant le psychologue, mais c'est pas, c'est dans le vocabulaire, c'est un professionnel de santé, plus exactement. Donc le psychologue qui intervient tout à fait, ou le psychiatre qui intervient tout à fait sur tout ce qui est plutôt le psychique. Et en complémentarité de l'équipe soignante. Et puis il y a le bénévole. Alors le bénévole, on n'a pas de blouse blanche, on a un badge. On n'est pas un proche de la personne. Hein. Dans ce cas-là, on n'est pas dans notre place. Enfin, c'est une autre place. Donc ils nous connaissent pas. Et alors on n'est pas psy, même si on écoute énormément. On n'a pas de visée thérapeutique en fait, donc on est un citoyen, on est un ami, on est une personne de la société civile que le malade n'a plus l'occasion de croiser parce qu'il est dans sa chambre. On est un ami parce que ses amis ne viennent plus le voir parce qu'ils ont peur de venir le voir. On est ce qu'il veut. Et ce qui est assez amusant, c'est que de temps en temps, ils nous disent « Vous n'êtes pas psy, là ?» Non, on n'est pas psy. Bon, parce que moi, je ne veux pas voir des psys. Et puis alors là, ils nous parlent, mais moi, chaque fois, je me dis « Mais ça, c'est de la matière à psy. » Et pour en avoir parlé avec des psys de l'équipe, j'ai notamment une psychiatre qui un jour m'a dit, je dis mais vous vous rendez compte tout ce que la personne m'a dit, mais moi je peux rien faire, je suis pas psy, donc je ne réponds pas en tant que psy, je réponds en tant que citoyen, voilà. Et le psychiatre en question m'a dit écoute, en fait je vais te donner un argumentaire pour essayer que la personne accepte de voir un psy. Donc on a des argumentaires. Enfin, moi, en tout cas, je me suis fait un petit argumentaire et j'ose aujourd'hui, à la fin, dire, mais vous savez, c'est important, tout ce que vous me dites, c'est fort, j'entends, voilà, on apprend à écouter, à reformuler, on entend ce qu'il nous dit et j'essaie, quand je peux, d'ouvrir sur un appel à un psy qui sera, lui, capable de rebondir. Et donc, on a une place différente. Et par rapport aux proches, ils nous parlent à nous, ils nous disent à nous ce qu'ils n'osent pas dire aux proches. Et souvent, ils peuvent nous dire, voilà, moi je veux pas dire à ma mère que je vais mourir, mais je vais mourir. Et donc nous, on n'a pas nous on écoute, on entend ça. Et je dois dire que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'essayer
de dire aux personnes qui me disent « je ne veux pas en parler aux autres », je ne veux pas en parler à mes proches, quand même si, qu'elle essaye d'en parler à ses proches. Voilà, donc ça c'est... Mais nous on écoute, on ne juge pas. Par rapport au débat législatif et à cette aide active à mourir ou pas, ça peut paraître étrange, mais les associations de bénévoles se sont mis assez en position de retrait. Et elles ont dit de manière assez neutre, écoutez, nous on est là pour accompagner les personnes en soins palliatifs, elles ont fait preuve d'assez neutralité en fait par rapport au débat. Elles n'ont pas dit on est pour, on est contre, alors que leurs bénévoles sont pour la plupart, c'est vrai, pas très pour l'euthanasie, pour dire les choses comme ça. Mais en tant qu'association, on considère qu'on est fidèle à ce qu'on est, c'est-à-dire on écoute. On n'abandonne pas et on écoute les personnes sans projet de vie, sans jugement. Donc on ne juge pas, nous, une demande de mort. On l'écoute, on l'accompagne et on n'aura pas de toute manière demain à l'exécuter, si je puis dire, en tant que bénévole. Rappelez-vous, les soins palliatifs, c'est né dans les années 80 avec le cancer et le sida. Et ceux qui se sont insurgés contre l'abandon des personnes qui avaient le sida ou un cancer inguérissable, ce sont des soignants, des associations, de la société civile qui ont dit mais c'est pas parce qu'on ne peut pas les guérir qu'on va les abandonner. Et donc notre culture, notre ADN, c'est on n'abandonne pas. Même quand on ne peut pas guérir, et on ne juge pas de la vie, on ne juge pas on ne juge pas les gens qu'on accompagne. Si vous avez ces deux choses en tête, demain, s'il y a une loi qui autorise une aide active à mourir, il ne faut pas, la seule chose qu'il ne faut pas, c'est ne nous demandez pas à ceux qui accompagnent en soins palliatifs, ou ceux qui accompagnent des personnes en fin de vie, ne nous demandez pas de juger de la vie de l'autre, de juger de la validité de la demande. On ne peut pas juger, c'est antinomique. Et ne nous demandez pas d'abandonner. C'est-à-dire, ne nous dites pas vous prendrez votre clause de conscience. Non, on ne veut pas abandonner et on ne veut pas juger. Je pense qu'on peut y arriver si on se rappelle que les soins palliatifs, c'est le non-abandon et c'est le non-jugement. Et on peut y arriver.